Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans une loge maçonnique, tout semble simple en apparence. Des hommes, un rituel, une organisation. Et pourtant ce que vous voyez n'est qu'une façade, car la véritable structure d'une loge repose sur une mécanique beaucoup plus précise. Une mécanique invisible, une architecture humaine où chaque rôle est indispensable. Et surtout où le pouvoir n'est jamais là où vous l'imaginez. Beaucoup de profanes pensent que tout repose sur une seule personne, le vénérable maître. Celui qui dirige, celui qui parle, celui qui incarne l'autorité. Mais cette vision est profondément incomplète et même trompeuse, car en réalité, une loge ne fonctionne jamais autour d'un homme, elle fonctionne autour d'un équilibre. Un équilibre fragile, un équilibre organisé, un équilibre où chaque officier joue un rôle précis, souvent méconnu et parfois totalement invisible. Certains parlent, d'autres observent et certains dirigent. D'autres protègent et ce sont souvent ceux que l'on voit le moins qui rendent le tout possible. Alors aujourd'hui, on va faire exactement l'inverse de ce que tout le monde fait. On ne va pas commencer par le sommet, on va commencer par la périphérie, par la base, par celui dont personne ne parle, celui qui ne dirige pas mais sans qui rien ne commence. Et vous allez découvrir une chose essentielle. Dans une loge maçonnique, comprendre qui agit, c'est déjà comprendre comment elle transforme. Avant de commencer cette vidéo, si vous voulez comprendre la franc-maçonnerie sans fantasme, sans cliché et avec une vraie rigueur, alors likez la vidéo et abonnez-vous dès maintenant. Sur cette chaîne, on décrypte ce que personne n'explique vraiment, les mécanismes, les attentes et les erreurs à éviter. Que tu sois simplement curieux ou en réflexion pour entrer en loge, ces vidéos sont faites pour t'aider à y voir plus clair. Alors pense à t'abonner, à liker la vidéo et surtout à rester jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas découvrir maintenant va complètement changer ta perception du fonctionnement d'une loge maçonnique. On commence. Première partie, le frère couvreur. On commence par celui dont personne ne parle, le couvreur. Et pourtant, sans lui, rien ne commence, rien ne fonctionne et rien ne tient. Son rôle est simple en apparence, il se tient à l'extérieur du temple maçonnique, il veille, il contrôle les accès et il s'assure que personne ne pénètre sans autorisation. Mais réduire le couvreur à un simple gardien serait une erreur, car en réalité, il est le premier rempart, la frontière vivante entre deux mondes, le monde profane, ouvert, bruyant, imprévisible, et le monde initiatique, structuré, codifié et silencieux. Sans cette frontière, il n'y a plus de cadre, et sans cadre, il n'y a plus de travail possible. Le couvreur protège donc bien plus qu'un lieu, il protège une qualité d'attention, une atmosphère, un espace mental collectif. Il empêche les perturbations extérieures et il filtre les intrusions. Il garantit que ce qui se passe à l'intérieur peut exister dans de bonnes conditions. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Il observe, il perçoit, il incarne une vigilance constante, une présence discrète mais essentielle. Il rappelle que toute transformation commence par une séparation, une coupure, une mise à distance du monde extérieur. Et c'est précisément pour cela qu'on commence par lui. Parce que dans une loge maçonnique, avant de comprendre qui dirige, il faut comprendre ce qui protège. Avant d'entrer dans le système, il faut comprendre ce qui en garde l'accès. Le couvreur n'est pas au centre, il est à la limite, mais c'est cette limite qui rend tout le reste possible. Dans certains rites, on peut le retrouver à l'intérieur du temple, juste derrière la porte. On continue. Partie numéro 2, le frère hospitalier. Après la protection vient le lien, l'hospitalier. Un rôle souvent discret, parfois mal compris, et pourtant absolument central, car une loge maçonnique ne repose pas uniquement sur des symboles ou des rituels. Elle repose aussi sur des hommes, des trajectoires, des fragilités et des moments de vie. L'hospitalier est celui qui veille à cela. Il observe sans juger, il écoute sans interrompre et il agit sans se mettre en avant. Son rôle est d'identifier les difficultés, les absences inhabituelles, les silences prolongés et surtout d'y répondre de manière concrète. Il peut organiser une aide, un soutien, une présence, parfois matérielle, parfois morale, et toujours fraternelle. Car ici, la fraternité n'est pas un mot, c'est une pratique, une responsabilité, une réalité vécue. Symboliquement, l'hospitalier incarne le cœur de la loge, ce qui relie les individus entre eux, ce qui empêche la structure de devenir froide, ce qui rappelle que derrière chaque fonction, il y a un être humain. Mais il y a une subtilité essentielle, l'hospitalier agit souvent dans l'ombre, sans reconnaissance, sans visibilité. Et c'est précisément ce qui fait la force de son rôle, car il ne cherche pas à être vu, il cherche à être utile. Et dans une loge maçonnique, cette utilité invisible est fondamentale. Elle maintient l'équilibre,
Elle renforce la cohésion et elle permet au groupe de traverser les épreuves. Après la frontière posée par le couvreur, l'hospitalier rappelle une chose essentielle. Une loge ne tient pas seulement parce qu'elle est protégée, elle tient parce qu'elle est reliée. Partie numéro 3, le trésorier. Après le lien vient l'équilibre, le trésorier. Un rôle souvent perçu comme purement administratif, presque secondaire. Et pourtant, il est absolument indispensable, car aucune loge ne peut fonctionner sans une base matérielle stable. Le trésorier gère les finances, il collecte les capitations, les cotisations, il règle les dépenses et il anticipe les besoins. Il veille à ce que la loge puisse fonctionner dans la durée, sans tension, sans déséquilibre et sans dépendance. Mais là encore, réduire son rôle à une simple gestion comptable serait une erreur. Car derrière les chiffres, il y a une responsabilité beaucoup plus profonde, celle de garantir l'autonomie du groupe, celle d'éviter les conflits liés à l'argent, celle de maintenir une forme de justice dans la contribution de chacun. Symboliquement, le trésorier incarne l'ancrage dans le réel, il rappelle que même dans un cadre initiatique, la matière existe, les contraintes existent et qu'il faut savoir les gérer avec rigueur. Il agit avec précision, avec discrétion et avec constance. Il ne cherche pas à influencer, il ne cherche pas à diriger, il cherche à stabiliser. Et cette stabilité est essentielle car une loge déséquilibrée financièrement devient fragile. Elle perd en sérénité, elle perd en cohérence et elle devient alors vulnérable. Le trésorier est donc un pilier silencieux, invisible pour beaucoup, mais déterminant pour tous. Après la protection et le lien, il apporte quelque chose de fondamental, une base solide, une structure qui tient et une continuité dans le temps. Dans une loge maçonnique, rien de durable ne peut exister sans cet équilibre discret. Quatrième partie, le secrétaire. Après la stabilité vient la mémoire, le secrétaire. Un rôle souvent perçu comme administratif, technique, voire secondaire. Et pourtant, sans lui, la loge perdrait une chose essentielle, sa mémoire et sa continuité. Le secrétaire rédige, il consigne, il archive, il structure les informations, il envoie les convocations, il retranscrit les décisions et il assure le lien entre les différentes tenues, entre le passé, le présent et le futur. Mais son rôle va bien au-delà de l'écriture. Il est le gardien de la trace, celui qui permet à la loge de ne pas se perdre, de ne pas répéter les mêmes erreurs, de s'inscrire dans une histoire. Car une loge maçonnique ne fonctionne pas uniquement dans l'instant, elle s'inscrit dans une temporalité longue, une transmission, une évolution progressive. Et sans mémoire, il n'y a ni progression ni cohérence. Symboliquement, le secrétaire incarne cette dimension du temps. Il fixe ce qui pourrait disparaître, il donne une forme à ce qui est vécu. Il transforme l'expérience en connaissance. Il agit avec rigueur, avec précision et avec constance. Chaque mot compte, chaque détail a son importance, car ce qui est écrit devient une référence. Et cette responsabilité est immense, car une mauvaise transmission peut déformer la réalité, peut créer de la confusion, peut fragiliser l'ensemble. Le secrétaire n'est pas au centre de la scène, il ne dirige pas, il ne décide pas, mais il structure, il relie et il stabilise dans le temps. Après la protection, le lien et l'équilibre, il apporte quelque chose de fondamental, la mémoire. Et dans une loge maçonnique sans mémoire, rien ne dure. Partie numéro 5, le second surveillant. Après la mémoire vient la construction. Le second surveillant, un rôle fondamental car il est directement lié aux apprentis, à ceux qui entrent, à ceux qui commencent et à ceux qui découvrent. Le second surveillant observe leur progression. Il veille à leur compréhension, il les accompagne dans leurs premiers pas au sein de la loge. Il ne transmet pas seulement des connaissances, il guide une transformation. Car l'apprenti n'est pas là pour accumuler des informations, il est là pour apprendre à regarder autrement, à écouter autrement, à penser autrement. Et cela demande un cadre, une attention particulière, une pédagogie adaptée. C'est précisément le rôle du second surveillant. Il crée les conditions de cet apprentissage. Il structure les débuts, il protège les fragilités, car les premiers pas sont toujours les plus instables. Symboliquement, il incarne la naissance initiatique, le moment où tout commence, le moment où l'on quitte ses certitudes pour entrer dans un processus de remise en question. Il agit avec patience, avec discernement, il sait que chaque apprenti avance à son rythme, il ne brusque pas, il n'impose pas, il accompagne. Mais il observe aussi, car derrière l'apprentissage, il y a une évaluation implicite, une manière de se tenir, de parler, d'écouter, de respecter le cadre. Le second surveillant est donc à la fois guide et observateur,
présent sans être intrusif, structurant sans être autoritaire. Après la protection, le lien, l'équilibre et la mémoire, il apporte quelque chose d'essentiel, le début du chemin. Et dans une loge maçonnique, tout commence par là. Partie numéro 6, le premier surveillant. Après les premiers pas vient la structuration, le premier surveillant, un rôle central dans l'équilibre de la loge. Car là où le second surveillant accompagne le début du chemin, le premier surveillant organise le travail de ceux qui avancent. Il encadre les compagnons, il supervise leur progression et il veille à la qualité du travail réalisé. Il s'assure que chacun reste aligné avec l'esprit de la loge, il ne forme plus, il structure. Le compagnon n'est plus dans la découverte, il est dans l'approfondissement, dans la mise en pratique, dans la construction active. Et cela demande rigueur, méthode et exigence. C'est précisément ce que le premier surveillant incarne. Une force organisée, une énergie dirigée, il canalise, il oriente et parfois il recadre si nécessaire. Symboliquement, il représente la force, non pas la force brute, mais la force maîtrisée, celle qui permet d'avancer sans se disperser, celle qui transforme l'effort en progression. Il agit avec autorité, mais avec une autorité fonctionnelle, jamais personnelle. Il n'impose pas pour dominer, il cadre pour faire grandir. Car dans une loge maçonnique, la progression ne se fait pas seule, elle se fait sous regard, sous structure et sous exigence. Le premier surveillant est donc un pilier. Il assure la continuité entre l'apprentissage et la maturité. Il évite les dérives et il maintient la cohérence du travail collectif. Après la protection, le lien, l'équilibre, la mémoire et le commencement, il apporte quelque chose de décisif, la structuration. Et c'est cette structuration qui permet au travail de devenir réel. Partie numéro 7, le vénérable maître. On arrive maintenant à celui que tout le monde attend, le vénérable maître, celui que l'on imagine comme le chef, celui qui dirige, qui détient le pouvoir. Et pourtant, c'est ici que la compréhension bascule. Car le vénérable maître n'est pas un chef au sens profane. Il ne décide pas seul, il ne domine pas, il ne contrôle pas la loge comme on pourrait l'imaginer. Son rôle est bien plus subtil et bien plus exigeant. Il ouvre les travaux, il les dirige, il donne la parole, il veille au respect du rituel, il maintient l'ordre symbolique, il incarne l'unité du groupe. Mais il ne le fait jamais en imposant sa volonté personnelle, car il est au service d'une fonction, d'un cadre et d'une tradition. Il ne s'exprime pas en tant qu'individu, il s'exprime en tant que représentant d'un équilibre collectif. Symboliquement, le vénérable maître incarne la conscience, celle qui observe, celle qui régule, celle qui maintient l'harmonie entre toutes les forces en présence. Mais cette position est fragile, car il dépend de tous les autres officiers. Sans le couvreur, il ne peut pas ouvrir. Sans le secrétaire, il ne peut pas structurer. Sans les surveillants, il ne peut pas organiser le travail. Il est donc au centre, mais il n'est jamais au-dessus. Il coordonne, il harmonise et il veille. Et c'est là toute la subtilité. Dans une loge maçonnique, le sommet n'est pas un lieu de pouvoir, c'est un point d'équilibre. Après avoir parcouru toute la structure, on comprend enfin une chose essentielle. Une loge ne fonctionne pas grâce à un homme, elle fonctionne grâce à une organisation vivante. Alors dans cette première partie de cette vidéo, tu viens de voir une chose essentielle. Une loge maçonnique n'est pas un groupe informel, ce n'est pas une réunion libre. C'est une structure extrêmement précise, chaque rôle a une fonction. Chaque fonction a un impact et surtout chaque détail compte. Et c'est exactement là que la plupart des profanes se trompent. Ils pensent qu'il suffit d'être motivé, d'être curieux ou simplement d'avoir envie d'entrer. Mais en réalité, ce qui est observé est beaucoup plus subtil. Ta manière de comprendre une structure, ta capacité à t'intégrer dans un cadre, ta façon d'écouter, de parler, de te positionner, rien n'est laissé au hasard. Et sans les bonnes clés, sans les bons repères, beaucoup passent à côté. Ils ne comprennent pas les attentes, ils interprètent mal les rôles, ils font des erreurs qui peuvent fermer des portes sans même s'en rendre compte. Comprendre les officiers, c'est déjà une étape importante, mais ce n'est qu'une partie du chemin. Car derrière cette organisation visible, il y a tout un ensemble de codes implicites que personne n'explique vraiment. C'est précisément pour éviter ces erreurs que j'ai créé 2 ressources complémentaires. D'abord un e-book offert, gratuit, conçu pour t'aider à comprendre les bases, les étapes, les attentes et les pièges à éviter. Tu y trouveras une vision claire et structurée pour ne plus avancer à l'aveugle. Et ensuite une formation d'accompagnement beaucoup plus complète. Dans cette formation, on va beaucoup plus loin, on travaille concrètement sur ton positionnement, sur le choix de l'obédience, sur la manière de contacter une loge, sur la rédaction de ta lettre de motivation, sur la préparation aux enquêtes et surtout sur la compréhension réelle de ce que l'on attend de toi.
Parce que la réalité, c'est que la franc-maçonnerie est exigeante. Elle demande de la cohérence, de la clarté et de la préparation. Et plus tu comprends tôt les règles du jeu, plus tu avances sereinement. Tu trouveras tous les liens en description, prends le temps de t'y intéresser car ce que tu viens de voir aujourd'hui, ce n'est que la surface. On passe maintenant à la deuxième grande partie de cette vidéo. Alors si on a commencé tout à l'heure par le couvreur, ce n'était pas un hasard, c'est même tout l'inverse, c'est une clé de lecture, une manière de comprendre la logique profonde d'une loge maçonnique. Dans le monde profane, on commence toujours par le sommet, on cherche le chef, le décideur, celui qui détient le pouvoir. C'est une vision verticale, hiérarchique, très classique. Mais en franc-maçonnerie, cette logique est inversée. On ne commence pas par le pouvoir, on commence par la protection. On ne commence pas par celui qui parle, on commence par celui qui filtre, celui qui se tait. Et ce renversement change tout, car il montre une chose essentielle. Avant même de construire, il faut délimiter. Avant même d'organiser, il faut protéger. Avant même de transmettre, il faut créer un espace stable. Le couvreur n'est donc pas un rôle secondaire, il est le point de départ, celui qui rend tout le reste possible. Et ce choix narratif reflète une réalité initiatique beaucoup plus profonde. Une transformation ne commence jamais par une prise de pouvoir, elle commence par une mise à distance, une séparation, une coupure avec ce qui perturbe. C'est exactement ce que fait le couvreur et c'est exactement ce que doit apprendre à faire celui qui entre dans une loge. Mais il y a encore plus profond, car le rôle du couvreur ne parle pas seulement de la loge, il parle de toi. Entrer dans une démarche maçonnique, ce n'est pas simplement ajouter quelque chose à ta vie, ce n'est pas accumuler des connaissances, ce n'est pas adopter des nouveaux concepts, c'est d'abord apprendre à filtrer. Filtrer ce que tu entends, filtrer ce que tu dis, filtrer ce que tu laisses entrer dans ton esprit, car sans ce travail, aucune transformation durable n'est possible. Et c'est là que le parallèle devient évident. Le couvreur protège la loge des perturbations extérieures, mais toi tu dois apprendre à faire la même chose intérieurement. Protéger ton attention, protéger ta concentration, protéger ton espace mental. Car le monde profane est bruyant, dispersé, constant. Il sollicite en permanence, il détourne et il fragmente. Et si tu entres dans une loge sans cette capacité de filtrage, tu restes extérieur. Tu entends sans comprendre et tu regardes sans percevoir. C'est pour cela que tout commence par là. Avant même de progresser, il faut apprendre à se protéger. Le couvreur est donc bien plus qu'un rôle, c'est un principe, une discipline, une première transformation invisible. Et sans elle, rien ne peut vraiment commencer. La logique que tu viens de voir avec le couvreur ne s'arrête pas là. Elle s'applique à toute la structure de la loge. Et elle révèle une progression très particulière. Une progression de l'extérieur vers l'intérieur. On commence par la limite, par la frontière, par ce qui sépare, et ensuite on entre dans le lien, avec l'hospitalier, puis dans la stabilité, avec le trésorier, puis dans la mémoire, avec le secrétaire. Et progressivement, on se rapproche du centre. On passe de la périphérie au cœur, de l'invisible au plus subtil, du cadre au centre. Et cette progression n'est pas seulement organisationnelle, elle est initiatique, car elle reproduit exactement le chemin que va vivre un candidat. Au début, il est à l'extérieur, il observe, il ne comprend pas encore, il perçoit des choses, mais sans les relier. Puis petit à petit, il entre dans le système, il crée du lien, il comprend les règles et il s'approprie les codes. Et enfin, il accède à une compréhension plus profonde. La loge est donc construite comme un parcours, un chemin structuré et une expérience progressive. Et c'est pour cela que l'ordre des officiers a du sens. Ce n'est pas une hiérarchie arbitraire, c'est une cartographie, une représentation du passage de l'extérieur vers l'intérieur. Comprendre cette logique, c'est déjà commencer à entrer. Mais cette progression ne se comprend vraiment que lorsqu'on la vit. Et c'est là que beaucoup de profanes se trompent. Ils cherchent à comprendre immédiatement ce qui se passe au centre. Ils veulent saisir les symboles, interpréter les rôles et donner du sens trop vite. En faisant cela, ils brûlent des étapes. Car la logique initiatique ne fonctionne pas comme un savoir académique. Elle ne se transmet pas uniquement par des explications. Elle se vit, elle s'intègre progressivement et elle transforme par étapes. Tu ne peux pas comprendre le centre si tu n'as pas intégré la périphérie. Tu ne peux pas saisir le rôle du vénérable maître si tu n'as pas compris ce que protège le couvreur. Tu ne peux pas percevoir l'harmonie si tu n'as pas expérimenté le cadre. C'est pour cela que la loge impose un rythme, une progression, une montée en puissance. Chaque étape prépare la suivante. Chaque rôle observé prend du sens avec le temps. Et ce qui semblait flou au début devient progressivement évident. Cette logique est exigeante car elle demande de la patience, de l'humilité
et une capacité à accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. Mais c'est aussi ce qui la rend efficace car elle transforme en profondeur, et si tu comprends cela dès maintenant, tu prends une longueur d'avance. Tu ne chercheras plus à aller trop vite, mais tu chercheras à avancer de manière juste. À ce stade, une compréhension plus profonde apparaît. Les officiers ne sont pas seulement des fonctions extérieures, ils représentent aussi des fonctions intérieures. Autrement dit, la loge agit comme un miroir de l'être humain. Le couvreur, nous l'avons vu, protège l'accès. Il filtre, il sépare. À l'intérieur, c'est toi, c'est ta capacité à poser des limites, à protéger ton attention et à ne pas tout laisser entrer. L'hospitalier, lui, incarne un lien, l'écoute, la solidarité. À l'intérieur, c'est ton rapport aux autres, ta capacité à comprendre, à soutenir et à ressentir sans te perdre. Le trésorier représente l'équilibre, la gestion, la stabilité. En toi, c'est ta capacité à gérer tes ressources, ton énergie, ton temps, ton engagement. Le secrétaire, lui, structure la mémoire. Il conserve, il organise. En toi, c'est ta capacité à intégrer ce que tu vis, à apprendre de ton expérience, à construire du sens dans la durée. Et ce n'est pas un hasard si ces fonctions apparaissent avant les rôles plus visibles, car sans ces bases, rien ne peut tenir. La loge ne fait donc pas que t'accueillir, elle te révèle, elle te confronte. Elle met en lumière des mécanismes que tu portes déjà en toi. Et plus tu avances, plus cette lecture devient évidente. Si maintenant tu prolonges cette logique, tout devient cohérent. Les surveillants ne sont plus seulement des officiers, ils deviennent des repères internes. Le second surveillant représente ta capacité à apprendre, à rester ouvert, à accepter de ne pas savoir, à progresser sans te précipiter. Le premier surveillant, lui, incarne ta capacité à structurer, à organiser ton effort, à transformer une intention en action concrète. Il représente la discipline, la régularité et la constance dans le travail. Enfin, le vénérable maître, il ne symbolise pas un pouvoir extérieur. Il représente ta conscience, ta capacité à observer l'ensemble, à réguler tes contradictions, à maintenir un équilibre entre toutes tes forces internes. Et c'est là que tout prend sens. Une loge maçonnique n'est pas seulement un lieu, c'est un modèle, une structure qui te montre ce que tu dois construire en toi. Si une de ces fonctions est déséquilibrée, l'ensemble vacille. Si tu ne sais pas filtrer, tu te disperses. Si tu ne sais pas créer un lien, tu t'isoles. Si tu ne sais pas gérer, tu t'épuises. Si tu ne sais pas structurer, tu stagnes. Et si ta conscience ne régule pas tout cela, tu perds l'équilibre. C'est pour cela que chaque officier est indispensable, parce qu'il représente une fonction que tu dois développer. Et plus tu comprends cela, plus la loge cesse d'être extérieure, elle devient intérieure. À ce stade, une autre idée reçue tombe, celle du pouvoir. Beaucoup imaginent qu'une loge fonctionne comme une organisation classique, avec un chef, une hiérarchie et des décisions descendantes. Mais en réalité, ce modèle ne s'applique pas ici. Dans une loge maçonnique, le pouvoir est distribué, réparti, équilibré entre les fonctions. Aucun officier ne peut agir seul sans les autres. Aucun rôle ne peut fonctionner de manière autonome. Le véné, par exemple, ne peut pas diriger sans les surveillants. Il ne peut pas structurer sans le secrétaire. Il ne peut pas sécuriser sans le couvreur. Chaque fonction dépend des autres. Et cette interdépendance change tout. Elle empêche la concentration du pouvoir et elle oblige à la coopération. Elle impose une forme d'humilité. Car ici, ce n'est pas un individu qui prime, c'est le système. Ce n'est pas la volonté personnelle qui domine, c'est l'équilibre collectif. Et cet équilibre est fragile, il demande de l'attention, de la rigueur, une compréhension fine des rôles de chacun. C'est pour cela que l'on parle souvent d'harmonie, car une loge ne fonctionne pas par autorité, elle fonctionne par coordination. Et comprendre cela, c'est comprendre une chose essentielle. Dans une loge maçonnique, personne ne contrôle vraiment, tout le monde participe. Mais cette organisation ne sert pas uniquement à répartir les responsabilités, elle a un objectif beaucoup plus profond, elle empêche la dérive du pouvoir. Dans un système classique, le pouvoir attire, il concentre, il isole, il peut devenir personnel, subjectif, déséquilibré. Et c'est précisément ce que la loge cherche à éviter. En distribuant les fonctions, elle limite cette dérive. Elle crée des contrepoids et elle oblige chaque officier à rester dans son rôle, à ne pas dépasser son cadre, à ne pas confondre fonction et ego. Car c'est là le véritable enjeu, ne pas s'identifier à son rôle, ne pas croire que l'on est ce que l'on occupe. Le vénérable maître n'a pas le pouvoir, le premier surveillant n'est pas l'autorité, le secrétaire n'est pas la vérité. Chacun est au service d'une fonction temporaire. Et cette temporalité est essentielle. Les rôles tournent,
les responsabilités évoluent, personne ne reste figé à une place. Cela crée une dynamique, une remise en question constante et une forme d'équilibre vivant. C'est précisément cela qui transforme. Car en passant par différents rôles, chacun expérimente différentes facettes de lui-même. La loge ne cherche donc pas à donner du pouvoir, elle cherche à apprendre à s'en détacher. À ce stade, une question devient évidente. Pourquoi cette organisation transforme-t-elle autant ceux qui la vivent ? Pourquoi ces rôles, ces fonctions, cette structure ont-ils un impact aussi profond ? La réponse est plutôt simple, parce que rien n'est seulement théorique, tout est vécu. Dans une loge maçonnique, tu ne te contentes pas de comprendre un rôle, tu l'expérimentes, tu l'occupes, tu le traverses. Et c'est cette expérience directe qui crée la transformation. Quand tu es à un poste, tu dois agir, décider, observer, écouter. Tu es confronté à des situations réelles, à des responsabilités concrètes, à des interactions humaines. Et dans ces moments, tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas rester dans l'idée. Tu es obligé de te positionner. Tu découvres tes limites, tes réactions, tes automatismes. Tu vois ce qui fonctionne, ce qui bloque, ce qui doit évoluer. Et surtout, tu prends conscience d'une chose essentielle. Chaque rôle te transforme différemment. Certains développent ton écoute, d'autres ta rigueur, d'autres encore ta capacité à structurer ou à décider. C'est une transformation progressive, cumulée et concrète. Et c'est pour cela qu'elle est si puissante, parce qu'elle ne repose pas sur un discours, elle repose sur une expérience vécue. Mais cette transformation ne se voit pas immédiatement, elle est progressive, presque invisible au début. Et c'est justement ce qui la rend si puissante. Tu ne te lèves pas un jour en te disant que tu as changé. Tu ne ressens pas une rupture brutale, au contraire, tout se fait par accumulation. Tu prends la parole différemment, tu écoutes autrement, tu observes plus finement et tu réagis avec plus de recul. Et petit à petit, ces ajustements deviennent naturels. Ce qui te demandait un effort devient une habitude. Ce qui te semblait difficile devient évident. Ce qui te déstabilisait devient maîtrisé. Et surtout, tu développes une capacité essentielle. Tu apprends à te situer, à comprendre ton rôle dans un ensemble et à ne plus te percevoir comme un individu isolé, mais comme une partie d'un système. Et cette prise de conscience change énormément de choses, car elle t'amène à penser différemment, à agir différemment et à interagir différemment. Tu deviens plus structuré, plus attentif et plus équilibré. Sans t'en rendre compte, tu intègres ce que la loge cherche à te transmettre depuis le début. Une manière d'être, une manière de fonctionner et une manière de te transformer. Il y a une dernière chose à comprendre, et c'est sans doute la plus difficile à percevoir, car elle ne se voit pas. Elle ne s'explique pas facilement et pourtant elle est partout. Dans une loge maçonnique, tout ne passe pas par les mots. Une grande partie de ce qui se joue est invisible, silencieux, implicite. Ce sont des regards, des attitudes, des silences, des manières de se tenir, des réactions à peine perceptibles. Les officiers ne font pas que remplir une fonction, ils incarnent également une posture, une manière d'être. Et cette posture influence l'ensemble du groupe. Un simple décalage peut créer une tension, une hésitation peut déséquilibrer le rythme. Une attitude juste, elle, peut au contraire renforcer l'harmonie. Et c'est cela que les profanes ne voient jamais, cette coordination fine, cette synchronisation presque imperceptible. Car vue de l'extérieur, une loge peut sembler lente, codifiée, parfois même rigide. Mais en réalité, elle est en mouvement constant. Un mouvement discret, certes, mais structuré et harmonisé. Et ce mouvement repose sur quelque chose de très simple, l'attention de chacun, la qualité de présence, la capacité à être à sa place. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible immédiatement, mais c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est précisément là que se joue l'essentiel, pas dans ce qui est visible, pas dans ce qui est expliqué, mais dans ce qui est vécu collectivement, à un niveau beaucoup plus subtil. Une loge ne fonctionne pas parce que les rôles sont définis, elle fonctionne parce que ces rôles sont habités, parce que chacun est présent, aligné et engagé dans sa fonction. Si un officier est distrait, l'équilibre se fragilise. Si un rôle est mal compris, la cohérence diminue. Si l'attention baisse, la qualité du travail s'effondre. Mais à l'inverse, lorsque chacun est à sa place, quelque chose de particulier émerge. Une fluidité, une évidence, une forme d'harmonie qui dépasse les individus. Et c'est cette expérience qui marque, qui transforme et qui donne du sens. Car à ce moment-là, la loge cesse d'être une organisation, elle devient un espace vivant, un système cohérent, une dynamique collective. Et c'est exactement ce que les profanes ne perçoivent pas. Ils voient des rôles, ils voient des positions, mais ils ne voient pas ce qui circule entre. Ce lien invisible, cette qualité de présence, cette intelligence collective.
Et pourtant, c'est cela qui fait réellement fonctionner une loge maçonnique. Alors en conclusion, on peut dire que comprendre le rôle des officiers n'est qu'une première étape. Car savoir qui fait quoi ne suffit pas. Ce qui compte vraiment, c'est de comprendre ce qui se passe concrètement lors d'une tenue. C'est ce qui se joue dans les silences, dans les prises de parole, dans les regards, dans les rituels. Et c'est exactement ce que l'on verra dans les prochaines vidéos. Je t'explique de manière claire et accessible ce qui se passe réellement pendant une réunion maçonnique, sans fantasme, sans exagération, mais avec une vraie lecture des mécanismes. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à la liker, à t'abonner et surtout à la partager à quelqu'un qui s'interroge sur la franc-maçonnerie. Parce que plus on comprend, moins on fantasme et plus on avance avec justesse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur le chemin du profane.